Donc, bonjour, Denis Côté, conseiller aux étudiants ici au service, excusez, conseiller ici au service aux étudiants de l'Université TÉLUQ. Donc, on va passer à peu près une demi-heure ensemble aujourd'hui pour vous livrer certains conseils pour réussir vos études à distance. Parce qu'on va le voir là, durant la présentation, l'Université TÉLUQ offre un modèle qu'on appelle asynchrone, qui est un peu particulier, qui demande, je crois, à s'adapter au départ. Là, on va en voir les détails ensemble là, durant la présentation. Il vous est possible de poser des questions à travers le chat. Vous pourrez... il y a quelqu'un là, qui est responsable, là, qui m'accompagne, là, qui va prendre les questions là, et va en faire là, comment dire, là, on va traiter vos questions à la fin, mais gênez-vous pas à mesure que vous en avez, là, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, nous allons débuter cette présentation. Premier élément important, c'est de faire un survol avec vous comment se présentent les cours à l'Université TÉLUQ. La majorité des cours durent 15 semaines. Il faut vérifier parce qu'on a certains cours de 20 et d'autres de 30 semaines. Mais la grande majorité vont durer 15 semaines. Donc, vous avez, à partir de la date de début de cours, il y a 15 semaines plus tard, une date de fin de cours. Cette date de fin de cours-là, elle est importante parce que plusieurs cours vont permettre là, une flexibilité dans la remise des travaux, mais la date de fin de cours reste une date qui n'est pas tout à fait flexible. Dans chacun des cours, vous allez trouver une feuille de route. On va voir un petit exemple tantôt, là, mais la feuille de route, ça vous permet de voir les tâches découpées dans le temps. Comme vous n'écoutez pas, pour la majorité des cours, en tout cas, vous n'écoutez pas un professeur, vous enseignez directement à l'écran. Les professeurs ont conçu des cours à travers duquel ils ont conçu des tâches qui vous permettent de faire des apprentissages. Donc, la plupart des cours ont des textes à lire et, à notre avis, à synthétiser pour éviter la relecture d'une trop grande quantité de textes. Parfois, vous avez des vidéos écoutées. Et dans des cours de comptabilité ou d'autres types de cours à caractère mathématique, vous allez avoir des exercices. Il y a aussi des exercices dans des cours qui ne sont pas à caractère scientifique, qui ont pour but, dans le fond, des mises en situation, des études de cas, donc qui peuvent être vus comme des exercices. Là, on a ce modèle-là aussi à l'Université TÉLUQ. Il y a aussi des cours où vous avez des mises en situation en ligne, là, un peu immersives. Dans chacun des cours, vous avez du soutien à l'encadrement aux besoins. Donc, très important à travers votre portail étudiant de trouver les coordonnées des gens qui sont responsables là, pour vous accompagner si vous avez des questions avec le contenu de cours. Tous les cours ont des situations d'évaluation, pour la grande majorité sommatives, mais il y a aussi des activités qu'on dit d'évaluation de type formatif, c'est-à-dire que vous avez des questionnaires à remplir, mais il n'y a pas de pointage attitré à ces questionnaires-là. C'est une façon pour vous de voir si finalement vous avez été chercher les bonnes informations dans le cours. Donc, c'est un genre de guide là aussi, une autre façon de vous guider dans les cours. Voici un exemple là, qui a pour but de vous montrer là, cette idée de cheminement personnel qui demande une grande autonomie dans les cours à la TÉLUQ. On voit ici dans l'exemple à l'écran que pour la semaine en question, il y a lecture, exercice, étude de cas, faire le point et évaluation. Donc, la séquence puis là, ben, dans certains cours, ici, c'est marqué activité de la semaine, mais dans certains cours, ça pourrait être des activités. Cette séquence-là pourrait prendre 3 semaines pour être faite. Ici, dans l'exemple qu'on donne, là, il y a un chapitre à lire et différentes sections là, à cibler dans la lecture. Si on cliquerait, on verrait qu'il y a des exercices et tout le reste. Faire le point est souvent un exemple là, de questions ouvertes pour vous guider dans l'étude, là, quand on parlait tantôt d'évaluation formative. Pardon. Donc, la clé de la réussite dans ce contexte-là, ben, nous, on le résume en tout cas à 3 grands volets, c'est-à-dire vous devez vous créer un contexte pour étudier. Vous êtes la personne responsable que votre environnement et votre horaire vous permettent de vous concentrer sur les cours. Vaut mieux une heure, il faut mieux s'isoler 1 heure que avoir un environnement plus chaotique et pendant 3 heures, peut-être pas en faire autant que si on avait pris le temps de s'isoler.
Donc, évaluez votre lieu à la maison, à savoir si vous pouvez finalement vous isoler dans une pièce. Si ce n'est pas de vous isoler d'un point de vue environnemental, ça peut être vous isoler dans un point de vue temporel, c'est-à-dire que vous savez que de 2 à 3 à la maison, vous êtes seul. Donc, c'est le moment privilégié. 1 heure par jour ne pourrait pas être suffisant pour vos cours. Donc, c'est important qu'en évoluant dans votre semaine, vous gardiez le cap des tâches à faire en fonction de la feuille de route pour avoir besoin d'aller chercher plus ou moins de temps si c'est nécessaire. Une semaine, entre autres, ou deux, pendant 2-3 semaines, on doit travailler sur un travail de recherche, peut prendre plus de temps dans ces semaines-là que ça a pris dans d'autres semaines où on était plus dans la lecture de contenu. Il y a une variabilité d'une semaine à l'autre dans le niveau d'investissement, mais c'est quand même important de le planifier, ce temps-là. Pour être le plus efficace également ou de manière autonome, il faut aussi traiter de manière efficace les contenus de cours. C'est-à-dire que, comme on expliquait tantôt, comme vous n'avez pas un enseignant avec un PowerPoint qui vous présente le contenu essentiel qui accompagne sa présentation, bien, vous, c'est comme l'inverse. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez à faire une synthèse pour extraire justement l'information qui aurait pu être présentée à l'écran dans un PowerPoint, dans un cours plus magistral ou conventionnel. Donc, à chaque période de travail, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie ou plus, bien, à chaque section que vous complétez ou que vous travaillez, prenez 5 minutes pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle a été la notion? De quel auteur on a parlé? Est-ce qu'on a fait une comparaison entre 2 auteurs et quels étaient les points similaires, les points différents? C'est une clé importante qui va vous permettre, dans le fond, d'assimiler le contenu. Avec ce contenu-là, vous allez passer au 3e volet qui est de démontrer efficacement vos apprentissages, c'est-à-dire que vous allez confronter un certain nombre de questions, qui soient dans les travaux ou dans des examens, qui va vous amener à exposer, dans le fond, les informations que vous aviez sélectionnées, jugées comme importantes et que vous auriez compris là, par rapport à vos travaux personnels. Donc, pour créer un contexte pour étudier, il y a un physique, un personnel et un social. C'est-à-dire qu'au niveau physique, j'en ai parlé tantôt, c'est le quand, le où, et j'aurais pu dire avec quoi, c'est-à-dire le matériel nécessaire. Les cours sont en ligne, vous avez besoin d'un ordinateur et parfois même d'avoir un ordinateur avec imprimante parce qu'il y a certains textes que vous allez préférer imprimer pour les annoter ou faire vos synthèses là, pour les imprimer, pour les étudier. Donc, d'avoir accès à une imprimante peut être parfois très utile. Au niveau personnel, vous devez bien sûr être motivé. Pour la plupart, quand vous démarrez les études avec nous, vous êtes déjà motivé. Et cette motivation-là, il faut la maintenir. Mais votre réussite dans le cours va y contribuer à cette motivation-là. Une chose aussi importante, c'est qu'en fonction de que vous êtes motivé, vous donnez la disponibilité pour avoir du temps pour faire les cours à l'Université TÉLUQ. Parce que comme les cours demandent une autonomie, bien, il y a une espèce d'effet erroné que vous pouvez croire que vous avez du temps parce que vous pourriez en faire plus la semaine prochaine, mais cette impression de temps est un certain danger dans la mesure où il faut quand même mettre de 3, 6, peut-être même jusqu'à 9 heures et peut-être même plus dans certains cours par semaine par cours. Donc, commencez à 6 heures par semaine et d'une semaine à l'autre, validez si vous arrivez avec la feuille de route à faire les tâches. Donc, vous aurez des choix à faire et c'est là où l'environnement social va vous aider aussi à faire ces choix-là. Ne mettez pas un moment de travail le vendredi soir si vous avez l'habitude d'aller à différentes activités sociales. Soyez honnête avec vous et placez-le le dimanche ou le lundi, à vous de voir dans votre horaire quels sont les moments où vous aurez une meilleure disponibilité. Et si vous n'en trouvez pas assez, il va falloir faire des choix, demander du soutien à votre environnement social pour avoir le nombre de places nécessaires pour faire vos études. Donc, traiter efficacement les cours, là,
c'est, comme vous êtes autonome, ça demande beaucoup d'autorégulation. Fait que, ça apporte d'être motivé, persévérant, résilient. Il faut avoir une maîtrise de soi, il faut être flexible. Et je dirais, on aurait pu ajouter un dernier point, que ça apporte aussi de la compréhension. Les règles d'or pour l'apprentissage autonome, c'est traiter et extraire les informations avec techniques d'annotation et de prise de notes. Je vous ai donné plusieurs exemples là, depuis le début de la conférence avec ça. Structurer et mémoriser les informations jugées pertinentes en utilisant des stratégies diversifiées et des moments d'étude hebdomadaires. Comme je vous expliquais tantôt, on va travailler peut-être pendant 1h30 tantôt. Là, ou mettons que ce matin, j'ai fait 1h30. À la fin de l'heure et demie, j'ai pris le temps de faire une synthèse du travail que j'ai fait. Cette synthèse-là peut prendre la forme d'un tableau, d'une ligne du temps, de 2 cercles avec pareil, pas pareil, un diagramme de Venn qu'on appelle. Là. Donc, il y a différents outils. Il y en a même qui vont faire des schémas sur un tableau blanc sur le mur. Les moyens sont diversifiés. L'important, c'est d'en avoir un. Il y en a qui vont se faire des petites fiches. Et ces documents-là doivent être revus durant la semaine pour être réétudiés pour qu'ils s'assimilent le vocabulaire spécifique qui va nous être utile pour les travaux et les examens. Donc, se questionner pour maximiser votre concentration, optimiser votre temps, favoriser la mémorisation, tout ça est imbriqué ensemble. Mais pourquoi ça fonctionne? C'est parce que ça revient aussi au fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau, de par ces différentes structures plus ou moins spécialisées, on va avoir les sens, la mémoire de travail, la mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'on va capter de l'information, on va réfléchir à cette information-là pour la traiter, et en fonction du traitement, on va la stocker à plus ou moins long terme, qui va venir faire cette mémorisation-là, qui va nous permettre d'acquérir des nouvelles connaissances. Mais attention, cette mémoire ou ces facultés sont sensibles au stress et à la fatigue. Vous devez donc être dans un état cognitif pour bien travailler. Ici, on rappelle là, des choses qui sont connues, qui peuvent sembler peut-être surdit ou de la norme, mais avoir une saine alimentation, là, c'est vraiment important. L'activité physique, le sommeil et les périodes de relaxation sont 3 éléments extrêmement importants qui, une fois combinés, vont vous permettre de maximiser vos facultés intellectuelles pour l'apprentissage. Un vendredi soir, vous avez un souper très festif avec des amis, c'est correct. C'est juste que faut être honnête avec nous, ce ne sera pas le samedi matin suivant qu'on va être le plus optimal pour l'école. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut bonifier notre planification en étant honnête avec nous par rapport à ces points-là. Peut-être plus facile dans la routine de semaine de garder ces éléments-là favorables pour finalement trouver différents moments pour travailler sur les cours de la télé. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, vous devez sélectionner l'information. Donc, il faut vous mettre dans une position de devenir un ou une détective par rapport à l'information. Et ça, pour certains, ça peut sembler un peu stressant ou anxiogène. C'est-à-dire que vous n'avez pas tant d'indicateurs que ça, ou en tout cas les indicateurs que vous auriez eu dans une salle de classe, où les autres y réagissent. Vous constatez que tout le monde aurait compris, mais pas vous, ou inversement, ou que tout le monde, on est comme sur le même diapason. Mais ça n'existe pas quand vous êtes seul avec vous-même à la maison. Donc, vous devez développer vous-même vos paramètres qui vous confirment que vous êtes dans une bonne voie. Dans un cours universitaire, il y a des paramètres là, au niveau du contenu de cours qui sont un peu immuables. C'est-à-dire qu'on vous présente des théories, des notions, des enjeux. Tous ces éléments-là, ils vont avoir un contexte ou une origine scientifique ou de recherche. Donc, qui ont inventé quoi, quand, c'est important dans un cours universitaire. Vous avez celui qui l'a inventé et après ça, vous avez une panoplie d'auteurs qui vont venir bonifier quelque chose. Donc, on va prendre en note justement ces personnes clés qui sont venues faire évoluer les concepts à laquelle on est exposé. Ces concepts-là, ils ont une terminologie spécifique.
Si vous êtes en sciences, puis vous apprenez c'est quoi une thalassémie, ça a une définition précise de la thalassémie que moi, je ne connaissais pas avant d'en faire la recherche, qui est une maladie du sang. C'est un exemple que je vous donne. Mais vous allez être confronté, comme moi dans mon domaine, il y a la métacognition, des éléments déclaratifs, procéduraux. Donc, il faut connaître ce vocabulaire-là et l'utiliser pour démontrer qu'on est capable de le mettre. On le maîtrise, donc en sachant l'utiliser, on démontre qu'on est en maîtrise des notions. Comme j'ai parlé tantôt, les dates, les auteurs des recherches, les théories, les argumentaires, les preuves scientifiques, ceux qui seront aussi dans des domaines avec des exercices ou des applications, vous allez avoir les cas typiques et les cas atypiques pour lesquels vous allez prendre des notes pour vous en rappeler comment ça s'utilise, c'est quoi le concept, c'est quoi la règle de calcul dans un tel contexte. Donc, vous avez à l'écran, à mon avis, vraiment les éléments clés pour vous aider à faire une sélection d'informations que je dirais bien raisonnée. À noter par mots-clés est un autre élément parfois peu connu et comme il est écrit à l'écran, c'est pas difficile à croire, mais faites confiance au processus cognitif. Avec les bons mots-clés, vous allez avoir les bons marqueurs au niveau cognitif qui vont créer des liens entre ces mots-clés-là. Et avec les bons mots-clés, vous allez être capable de bien reconstruire le propos par la suite. Donc, les gens qui surlignent des passages complets, faites attention, ça surcharge cognitivement pour rien. Et comme on est en surcharge, bien, il y a moins de mémorisation. Donc, allez chercher les mots porteurs de sens de votre citation. Ça va être suffisant pour vous en rappeler quand va venir le temps de l'examen. Puis, comme vous allez morceler ça, bien, au niveau aussi cognitif, ça va être plus facile à retenir. Je vois le temps qui file, là, nous avons encore du temps ensemble. Donc, synthétiser, c'est garder une trace simplifiée de votre compréhension. Il s'agit ici de regrouper, faire des ensembles, catégoriser. On a 3 auteurs différents avec des théories qui semblent peut-être similaires, mais ils ont des nuances. Donc, on va écrire ce qui est similaire dans un tableau. Là, on va faire une colonne par auteur. On va mettre ce qui est similaire dans un grand carreau commun avec tout le monde. Et on va par la suite avoir des carreaux distinctifs pour justement aller écrire ce qui est distinctif. Donc, au lieu d'apprendre 3 auteurs en bloc, on va les prendre ensemble pour justement dire, bien, il y a ces 3-là, ils ont ça de commun, mais ils ont aussi ça et ça et ça de différent. Vous allez avoir dans d'autres contextes, mettons, ça c'est très présent, ceux qui vont étudier en environnement, en administration, en ressources humaines, vous allez avoir des cycles, des chaînes causales, le processus décisionnel, entre autres, ou le processus d'intervention, tout ce qui relève d'un certain processus d'analyse, bien, ça c'est souvent soit cyclique ou un certain linéaire avec des retours sur certaines étapes parfois. Donc, prenez le temps de bien saisir que vous êtes en train, puis des fois dans les livres, c'est déjà fait pour vous, là, vous allez avoir des illustrations. Ne gênez-vous pas pour en inventer, vous allez mobiliser une partie du cerveau qui traite les images, qui, lui, n'est pas beaucoup utilisé quand on parle d'une lecture de type scientifique plus dense à l'université. Bien, plus vous allez bonifier ça d'images, plus vous allez aider votre mémorisation. Comme je disais tantôt, pour ceux qui ont des petits apprentissages avec exercice ou avec une fonctionnalité, bien, vous allez devoir prendre attention de voir comment ça s'applique. C'est quoi les règles? C'est quoi le contexte? C'est quoi les restrictions ou les exemptions ou les combinaisons qui vont venir faire changer peut-être l'ordre de calcul ou un paramètre qui va venir changer l'algorithme à utiliser. Donc, vous devez prendre le temps de « Ah, c'est intéressant, dans ce contexte-là, il se passe tel truc. » Ces éléments-là sont des éléments importants à identifier et à retenir. Comme on disait tantôt, là, la comparaison, quand j'ai donné l'exemple de catégoriser, et vous avez aussi toute la dimension de ordonner dans le temps la suite logique qui est très présente là, dans des domaines où on est dans l'histoire, où on est peut-être dans des étapes de résolution d'un problème. Bien, il y a des étapes, de l'information à aller chercher à chacune des étapes spécifiques. Donc, c'est encore là ici une diapo que je crois assez importante pour vous aider là, dans le traitement des contenus de cours.
Je vous montre un exemple ici à l'écran. Je n'en ferai pas la lecture complète, là, mais on peut voir que dans le fond, dans le paragraphe, on a identifié que ça concerne une première définition. On a mis l'auteur, le premier en évidence. On a mis dans le fond le terme qui est la métacognition. Et on voit que dans le fond, il y a deux trucs qui viennent de définir, c'est-à-dire les ressources cognitives. Et on voit après l'aspect déclaratif. Il y a les ressources, pardon, il y a le contrôle de ces dites ressources. Puis à la fin, on nous apprend le vocabulaire spécifique qui est l'aspect déclaratif et l'aspect procédural. Donc, moi, je suggère, les gens peuvent le faire en marge. Moi, je suggère que ça se fasse dans un autre document. Je vais aller simplement, ce qu'on voit dans le carré d'en bas, va être, dans le fond, ce que je vais extraire de ce paragraphe-là. Ce sont ces informations-là qui vont être à l'intérieur de ce qu'on appelle ma synthèse d'études. Donc, au lieu de revenir dans le texte, regarder ce que j'ai ciblé, on prend le temps de l'écrire ailleurs et c'est ce ailleurs, ce document-là qui, lui, devient notre nouvel outil de référence. On peut aller mettre des pages aussi pour, justement, si on a besoin de revenir sur le contenu, après, avec notre synthèse, en ayant la page du passage à laquelle notre synthèse fait référence, on va pouvoir plus rapidement y faire face. Ça me fait penser quand vous avez des examens à livre ouvert, qui n'est pas toujours, à mon avis, une bonne nouvelle, parce que c'est souvent des examens plus denses, plus difficiles, bien, plus vous allez être organisé dans votre contenu, plus vous allez savoir où j'ai quel terme, donc d'avoir peut-être des languettes à des endroits qui dépassent de votre cahier ou de votre livre sont des choses pertinentes. Mais si tout est en ligne, ben c'est là où ça vous appartient d'avoir fait justement une synthèse ailleurs qui fait que là, vous avez votre propre document de convergence plutôt que d'aller dans le site, voir c'était-tu la semaine 4, non, finalement, c'était la 6, alors je ne le trouve pas dans la 6, et de perdre beaucoup, beaucoup de temps, malgré l'apparence d'avoir du temps pour aller dans ces livres, dépendant de comment l'examen y est fait, vous n'avez pas tant de temps que ça pour chercher vos réponses. Donc, il faut, à mon avis, le maîtriser autant le contenu que si vous n'aviez pas eu droit à vos notes. Donc, favoriser la mémorisation et éviter la surcharge cognitive. Comme on a dit tantôt, la surcharge cognitive peut venir d'être de par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut se connaître, il faut connaître ses forces et ses meilleurs moments d'études. Et comme je disais tantôt, ces meilleurs moments-là sont alimentés par est-ce que j'ai eu un bon sommeil? Non, au contraire, avec les enfants, ça ne s'est pas passé très bien cette nuit. On s'est levé trop bandant toute la gang. Ça a été compliqué de se rendre à l'école. Bien, ce qui était peut-être prévu aujourd'hui à l'horaire devra peut-être être déplacé une autre journée et on va en profiter pour faire autre chose qui demande moins de travail cognitif. Comme on a beaucoup discuté, là, identifier et noter le vocabulaire spécifique par mots-clés est un élément important parce que comme on n'a que des marqueurs au niveau cognitif, ça va être plus facile, synthétiser, et travailler sa mémorisation. C'est-à-dire vous devez, dans la semaine, vous questionner plusieurs fois avec justement vos synthèses. Là. Puis ça, vous pouvez le faire, ceux qui ont des enfants, qui ont des devoirs, bien, amenez vos devoirs à la séance avec les enfants, puis faites-les participer. Trouvez une manière peut-être même de vous amuser avec ça, avec vos membres de la famille. Et on travaille par élimination. On arrête d'étudier ce qui est mémorisé. Souvent, les gens, ils prennent une synthèse, ils se font des fiches, puis là, ils repassent, puis ils repassent, puis ils repassent. Bien, prenez le temps de vérifier. Cette fiche-là, vous la savez. Si vous la savez, enlevez-la du paquet. Concentrez-vous de jour en jour comme ça à ce qui est plus difficile à mémoriser. Puis à la fin, quelques jours avant l'examen, là, on reprend le paquet et là, on fait ce qu'on appelle un travail de maintien de mémorisation. Mais avant de se rendre là, il faut prendre le temps de trouver qu'est-ce que je sais et d'investir ce que je ne sais pas. Tester sa mémoire, bien, vous pouvez imprimer vos synthèses, vous les imprimez en noir et blanc ou peut-être à l'écran. Il y a aussi ceux qui sont plus techno, il existe même des logiciels dans lesquels vous pouvez vous écrire des questions. Puis durant le temps que vous êtes à l'ordi, l'ordinateur, une fois à tous les 2 minutes, par exemple, vous pose une question, puis vous écrivez votre réponse. Mais pour ceux qui sont plus traditionnels, bien, le noir et blanc va être très intéressant. Tu sais, ça me fait penser, avec les plus jeunes, il faut étudier les tables de multiplication. Bien, une fois qu'on sait le 1, le 2, le 3 qui est à l'intérieur de tous ceux qui suivent, bien, on arrête de les étudier dans ceux qui suivent. Puis ça, des fois, dans mon autre vie, j'étais avec les plus jeunes, bien, je le voyais, les enfants qui comptent, tu sais, là, on tombait dans la table de 5, bien, ils reprenaient comme s'il y avait encore 12 nouveaux multiples à étudier. J'étais obligé de faire un exercice avec eux, de leur dire, mais c'est pas vrai, là.
de 1 à 5, tu les connais, on les a vus dans les autres tables. Puis là, il y avait une certaine prise de conscience de ça. Donc, plus on avançait, moins il y en avait à apprendre finalement. Donc, des petits trucs comme ça là, pour vous aider. Là. Donc, on se trouve qu'est-ce qu'on ne sait pas et on le répète. Et comme je disais là, avant, on peut tester, on teste aux 3-4 jours jusqu'à peu près 90% de la synthèse soit mis en couleur. Et après ça, on révise l'ensemble avant l'examen. On étudie seulement ce qui est mémorisé. On recommande d'y consacrer de 10 à 30 minutes plusieurs fois par semaine. Ça n'a pas obligé d'être longtemps, ça a besoin d'être souvent. Donc, apprendre un processus actif qui inclut l'évaluation. Dans notre travail, quand on parle à des gens individuels, les évaluations sont très souvent une source de stress. On espère aujourd'hui vous amener à voir ça différemment. L'évaluation n'est que la fin du processus. Si vous avez pris conscience de ce qu'il fallait être appris, vous l'avez traité et emmagasiné, bien, vous avez tous les outils nécessaires pour répondre aux questions. Tu sais, les questions, sauf exception, ce ne sera pas du nouveau. Et même quand c'est du nouveau, ce qui est souvent nouveau, c'est la combinaison pour voir si vous avez vraiment compris. On veut parfois vous challenger, je dirais, et d'autres diraient vous piéger, mais moi, j'aime mieux dire que c'est un challenge. Les enseignants, quand ils font les examens, ils ne sont pas assis en communication avec Gargamel pour trouver que c'est la question qui pourrait être le plus dure et qui pourrait être mal perçue. Non, ils ont un jeu intellectuel à concevoir des choses, mais ça, c'était plus facile. Ça, c'était peut-être moins difficile à capter. Et il y a des dernières questions qui vont venir donner un challenge, mais il ne faut pas voir ces challenges-là comme des pièges, mais il faut les voir comme des défis. C'est pour ça que votre gestion du stress durant la rédaction ou durant les examens, elle est très, très importante parce que la gestion de l'émotion va prendre le dessus sur la gestion cognitive. Et c'est comme si l'émotion venait ralentir votre fonctionnement. Donc, il est très important de prendre les examens comme une étape nécessaire dans le processus. Vous avez fait des apprentissages, donc vous allez prendre le temps de les démontrer, ces apprentissages-là, dans les travaux et dans les examens. Donc, on réutilise le vocabulaire. Faites attention des fois aux questions selon vous, là, c'est pas toujours un vrai selon vous. Il y a des cours où on veut vraiment quand même avoir une rétrospective personnelle, là, mais souvent, c'est davantage, cette question-là veut davantage dire, selon ce que vous avez appris dans le cours, quelle serait une question qui s'ensuit. Donc, encore une fois, les mots-clés appris vont vous être utiles pour surmonter le défi des examens. Donc, démontrer efficacement, c'est réutiliser le vocabulaire spécifique, prenez le temps de définir les termes. Des fois, je parle des étudiants, ouais, mais le prof, il sait c'est quoi, hein? Mettons la métacognition. Oui, lui, il sait, mais il ne sait pas si vous le savez. Donc, de prendre le temps d'expliquer, de définir, puis citer vos sources, même si ce n'est pas une citation exacte, vous êtes mieux d'écrire. Mais selon le texte de la 4e semaine, la métacognition serait, même si vous avez peut-être oublié, ne restez pas dans l'absence d'informations laissant croire que vous êtes conscient d'être en train de faire une citation. Donc, vous êtes mieux d'écrire une citation qui n'est pas très précise, qu'une absence totale d'informations expliquant que vous êtes en train de faire une citation, parce que là, on va peut-être aller dans un modèle plus de plagiat, là, où on va peut-être mal vous comprendre là-dedans. Donc, faites attention à ce phénomène-là. Puis, comme je disais, tant que vous êtes capable de mettre les auteurs, les documents, ça va être bien intéressant. Ne cherchez pas à trop vous démarquer ou à avoir un propos trop personnel, sauf si demandé, bien sûr, parce que dans le fond, l'examen, c'est démontrer ce qu'on a appris. C'est là l'idée personnelle. Donc, faites attention peut-être à ça. Anticiper les attentes là, pour réussir, bien, si on reprend mon exemple du texte sur la métacognition de tantôt,
Mais en sachant que ça concerne les ressources cognitives, déclaratives et procédurales, bien, c'est ce que je sais, comment je sais, et c'est mon savoir-faire. Mais juste avec ça, je suis capable d'inventer un exemple où je dois, dans mon exemple, parler des deux dimensions. Ça va avoir plus de points que si je parle juste d'une des deux. Si on me demande l'auteur dans des questions de développement, mais parce que j'ai retenu que c'était Flavel en 87, je vais être capable de répondre. Donc, pour aller plus loin, vous avez maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois déjà maintenant, nous avons mis en ligne un nouveau système là, qui s'appelle Ma Réussite. Vous avez une section dans le portail étudiant, Mathéluc, et qui fait référence à travers les notifications à des outils qui se retrouvent sur un site qui s'appelle Ma Réussite. Pour l'instant, nous avons 2 volets de prêt et de diffuser dans la plateforme. Nous sommes en train de mettre les derniers, nous sommes en train de finaliser 2 nouveaux volets qui vont être mis en ligne d'ici quelques semaines. Et il restera aussi d'autres éléments à venir durant l'année. Donc, prenez le temps d'aller naviguer un peu de ce côté-là à travers les notifications que vous avez dans votre portail. Il y a aussi un nouvel élément qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines. Ce sont des cafés de discussion sur différentes thématiques, un peu en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont besoin peut-être d'en parler ou d'aller plus loin là-dedans, vous aurez l'opportunité de participer à cette activité-là. Et un autre élément pour aller encore plus loin, si avec aujourd'hui vous faites, pour ceux qui, après ma présentation, seraient peut-être déstabilisés, bien, allez naviguer sur le site de la Téluc et allez voir le cours qui s'appelle EDU 1004, qui s'appelle Réussir des études à distance, qui est très bien structuré, monté. On connaît les enseignants qui ont travaillé sur ce dossier-là. Donc, c'est une très belle ressource là, pour vous aider peut-être là, à acquérir un certain nombre de compétences pour la suite de votre formation. Il reste quelques minutes pour ceux qui auront posé des questions. Ma collègue là, qui m'accompagne va me les poser en votre nom. Alors, Denis, j'ai une première question. Je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que tu as une idée du taux de réussite des étudiants à la Téluc de façon générale? Oui, je crois que c'est aux alentours de 80 là, mais il y a un piège dans ces calculs-là parce qu'il y a différentes façons de le calculer. Mais le taux de réussite est quand même assez bon. Là. Mais c'est très personnel à chacun. Qu'est-ce qu'une réussite aussi? Là. Très bien. Prochaine question. Dans le cas où un examen est à livre ouvert, tu as mentionné cahier synthèse. Est-ce que les notes, c'est automatiquement autorisé dans ce type d'examen-là? Quand c'est un livre ouvert, il n'y a pas de restriction à l'outil que vous utilisez. C'est juste que quand il n'y a pas de livre ouvert, là, vous n'avez même pas le droit à vos notes personnelles, mais lorsque c'est un livre ouvert, ça appartient à tous et chacun là, de développer son outil. Là. Oui, c'est accepté. D'autres questions? Oui, ça ne sera pas long. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Je vais laisser les gens... Ah, oui. Alors, une autre question. Est-ce que si on fait des cartes, des maps, est-ce que c'est un bon moyen pour étudier? Oui, c'est reconnu, les CIMAP ou les cartes conceptuelles. C'est un très bon moyen de faire des synthèses. C'est juste que des fois, dépendamment de la matière, des fois, une ligne du temps peut être plus intéressante qu'une carte. Mais la CIMAP est certainement un outil intéressant. Parfait. Prochaine question. Qu'est-ce qui fait qu'un examen va être permis à livre ouvert, puis un autre ne le serait pas? Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu une coupure là, dans mon micro. Oui, Denis, ça fonctionne. Ça va. C'est un choix à la discrétion de l'enseignant en fonction de sa manière de construire le cours. Les questions à livre ouvert vont souvent, les examens à livre ouvert vont souvent plus être davantage des questions d'ordre
c'est quasiment un travail à la maison dans un temps restreint. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions généralement qui sont ouvertes où ça vous demande de la réflexion. Les examens présentiels vont être plus portés sur des éléments spécifiques, des réponses plus courtes. Une autre question, c'est plus par rapport à la structure d'études. Est-ce que tu suggères de finir un cours, de faire un cours à la fois ou d'en faire plusieurs de façon simultanée? Est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils par rapport à ça? Ça dépend de notre contexte personnel et si on doit bénéficier des prêts et bourses, qu'on doit étudier à temps plein, à temps partiel. Puis, ce n'est pas tous les cours qui peuvent être faits en accéléré non plus. Il y en a plein que oui. Mais il y a des fois des profs là, qui vont avoir une séquence de dépôt de travaux. Puis, il y en a où les travaux vont venir conclure une section, mais il y a d'autres types de cours à la télé où le travail premier est nécessaire au deuxième, et ainsi de suite. Donc, toutes les réponses sont possibles là-dessus. Ça dépend de notre intention, de notre temps disponible ou aussi un peu de notre mode de fonctionnement et de la structure du cours. Mais si, mettons, à travers 3 cours dans lesquels on a le choix, on voit qu'il y a 2 examens, c'est comme des blocs dans le cours, peut facilement se faire de manière intensive, un après l'autre, si c'est possible. Mais il faut faire attention à ça. Il faut rester, puis on l'a dit dans la présentation, il faut quand même rester flexible parce que ce n'est pas tous les cours qui peuvent le permettre. Puis, il faut faire attention parce que peut-être qu'au début, au mois de septembre, octobre, on avait une condition qui fait qu'au mois de novembre, elle change. Puis là, on n'était plus capable de faire ce qu'on pensait. Là. Très bien. Prochaine question. Est-ce que parmi les trucs que tu as mentionnés dans la présentation, est-ce qu'il y aura un endroit où tu conseillerais aux étudiants de pouvoir se référer au cours de leur formation? Il y a le site Ma Réussite qui, pour l'instant, possède le volet traiter efficacement les contenus de cours. Donc, toute la partie lecture, synthèse, c'est déjà sur ce site-là. Vous avez le premier onglet qui est, je pense, adapté aux études à distance. Là. Vous avez tout le fonctionnement de la TELUC, les références là, au guide d'études. Donc, vous avez ces 2 volets-là qui sont déjà présents dans ce site-là. Lorsque le site va être complet, je dirais que c'est l'unique site de référence, mais le guide des études est un élément important et ne négligez pas aussi de connaître votre équipe programme. C'est un élément important de la TELUC, comme les chargés d'encadrement sont là pour répondre à des questions sur la matière. Votre équipe programme est là pour vous accompagner dans toute autre question liée à votre cheminement. Là. Bien. Une autre question en lien avec la différence entre les cours magistraux et les cours asynchrones. Est-ce que les cours asynchrones demandent plus de lecture et moins d'écoute que les cours magistraux? Oui, ça c'est évident. C'est-à-dire que le 3 heures d'enseignement et le 3 heures de lecture personnelle, c'est tout en lecture personnelle. Donc, ça se peut que ça monte. C'est pour ça que quand je disais 6, 9, peut-être 12 heures d'investissement, bien, le 6 à 9, il est fréquent. Là. Oui. Parfait. Une autre question. Une étudiante qui mentionne que dans son cours, il y a plusieurs capsules vidéo sur des sujets qu'elle trouve que c'est un peu maîtrisé déjà ou connu pour elle. Est-ce que vous aurez des trucs pour que cette étudiante-là reste un petit peu plus attentive au contenu puis s'assurer de bien intégrer tout le contenu? Bien, c'est sûr qu'elle peut aussi en parler avec la personne chargée d'encadrement parce que il y a certains cours où les audios vont être une alternative, tandis qu'il y en a qui vont être un complément. Puis il peut y avoir aussi des phénomènes qui font qu'on a de l'expérience dans un domaine et finalement, ce qu'on devait apprendre dans la vidéo, c'est vrai qu'on en connaît une partie. L'important là-dedans, c'est de rester, dans le fond, toujours dans le volet détective. Ben, ouais, ça va. Oui, ça, c'est un élément important, je le connais. Ah, ça, c'est intéressant, je ne le savais pas. Fait que c'est juste de quand même rester en contact avec le contenu pour bien valider en réalité qu'ils n'ont pas apporté une nuance supplémentaire qui m'avait échappé. Mais parfois, des fois, les vidéos aussi, ce n'est pas tant le contenu théorique qu'on a voulu mettre de l'avant dans ces vidéos-là, mais c'est de vous montrer comment ça se vit au niveau pratique, qui pourrait peut-être avoir un lien plus tard avec des questions dans les examens ou par rapport aux travaux. Donc, ces vidéos-là, ce n'est pas toujours évident de savoir, parce qu'on n'est pas des concepteurs de cours, de savoir leur fonction.
mais c'est appartient à l'auditeur d'avoir passé au travers et d'y avoir capté, dans le fond, la théorie qu'ils ont dit, je la maîtrisais, les exemples qu'ils ont donnés, c'était intéressant. Ça ne m'a pas aidé à comprendre, peut-être, mais ça ne veut pas dire que pour une autre personne, la même vidéo, lui, il n'a pas aidé à comprendre. Là. Très bien, merci. Prochaine question. Par rapport aux méthodes de lecture, est-ce que de lire une première fois la matière sommairement, puis la reprendre pour une étude plus approfondie, est-ce que c'est une bonne méthode selon toi? C'est une bonne méthode. Ça dépend encore là de la quantité de lecture et la teneur, parce que souvent, la première lecture va permettre de cibler les moments, on appelle ça des moments quand même, ou sinon les sections dans le texte qui vont devoir être approfondies. Tous les textes qu'on vous donne sont importants, mais pas tout ce qui est dans les textes est important. Il y a une petite nuance là qui est intéressante. Puis l'idée là-dedans, c'est de ne pas relire complètement tous les textes plusieurs fois. C'est-à-dire que d'une lecture à l'autre, on est supposé sélectionner ou revenir sur des parties de plus en plus petites d'une fois à l'autre. J'ai une question ici qui concerne un petit peu plus le côté administratif. Pour les travaux notés, comment on fait pour retrouver les corrections de ces travaux-là? Habituellement, mais là, il faudrait valider avec la personne qui est chargée de votre encadrement comment elle le vit. Là. Mais habituellement, où vous déposez votre travail au même endroit, lorsque la correction va être terminée, vous allez avoir votre même travail commenté par le correcteur. Mais est-ce que c'est 100% pareil tout le temps? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais de poser la question à la personne qui est chargée de votre encadrement, elle possède la réponse. Merci. En ce qui concerne, tu as parlé des périodes de révision fréquentes là, au courant d'un cours. Est-ce que c'est une bonne idée de réviser seulement les questions de synthèse du cours des semaines antérieures? S'il y en a, c'est parce qu'il y a des cours qui n'en ont pas. Fait que ceux qui n'en ont pas, c'est comme un peu si vous les inventiez, mais ceux qui ont des questions de synthèse, c'est une très, très bonne idée là, d'aller dans ces questions-là, mais ça se peut que les questions n'aient pas couvert l'ensemble de la matière, qu'il y ait 2 ou 3 autres trucs qui n'étaient pas nécessairement dans les questions qui pourraient s'avérer à quand même être importants. J'ai une question par rapport aux citations. Est-ce qu'une bibliographie suffit? C'est un petit peu spécifique, mais sinon, il y a des ressources que je pourrais mettre dans le chat en complément de la réponse de Denis. Oui, les ressources sont très importantes parce que chaque secteur, peut-être voire même d'un enseignant à l'autre, les enseignants vont vous donner leurs exigences par rapport à ça. L'APA est la plus connue, mais elle n'est pas l'universelle à la TELUC. Mais chaque enseignant, au moins en tout cas, va vous donner des indications. Si vous ne trouvez pas les indications, demandez encore une fois, c'est une question intéressante pour la personne qui est chargée de votre encadrement. Et comme Alexandra l'a si bien nommé, là, au niveau de notre bibliothèque, entre autres, il y a plein de ressources de ce côté-là. La majorité du temps, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans le texte, il faut faire référence à un auteur qui, lui, se retrouve dans la biographie. Sinon, il y a la citation de bas de page, il y a différentes façons d'y arriver, mais on ne peut pas écrire complètement un texte avec juste une bibliographie à la fin. Ça, je sais déjà que ce n'est pas suffisant. Très bien. On va y aller avec une dernière question, puis je vais te laisser le mot de la fin par la suite, qui concerne les travaux notés. Alors, on est dans une situation de cours. Il y a certains cours qui exposent des questions et des travaux notés en même temps. On doit suivre le cours. Est-ce que c'est mieux de ne pas répondre aux questions des travaux notés en simultanément en faisant le cours? Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça ou des techniques d'apprentissage idéales? Je m'excuse, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais je vais synthétiser ce que j'ai compris, tu me valideras. On est dans un cours où il y a des questions synthèses à répondre, et est-ce que c'est mieux d'avoir tout fait le cours avant de les faire? Ce que je comprends de la question, c'est qu'il y a des questions au fur et à mesure d'un cours et des travaux notés qui peuvent être en simultané. Donc, OK, oui, là, j'ai compris. OK. Voilà. Mais,
Ça dépend de ce qui est noté puis pas, parce qu'il y a parfois des questions synthèse, c'est l'objet même d'un travail, puis il y en a où il n'y a pas de lien direct. Comme je l'ai dit dans un certain moment dans la présentation, c'est une formule très présente à la TELUC. Comme il n'y a pas d'enseignant à qui poser des questions ou l'enseignant ne vous parle pas en direct pour vous dire, ben, cette semaine, portez attention à ça et à ça, ben, il va avoir ces questions-là dans la semaine pour vous aider à voir les éléments clés. Donc, ces questions-là, ils ont plus pour but de vous guider à cibler de l'information que de concevoir une réponse en réalité. Sauf si c'est des questions de mise en situation, là, ils ont pour but de vous pratiquer à mettre en pratique, ça ne se dit pas bien, là, mais d'utiliser l'information qui prépare au travail. C'est juste un milieu entre les deux et c'est important quand même d'aller voir la teneur du travail parce que des fois, les questions servent à acquérir de la théorie et le travail sert à mettre une mise en pratique. On va vous demander, entre autres, trouver une problématique dans votre milieu de travail et en quoi la loi de la CST pourrait venir résoudre votre problème. Donc là, c'est ce qu'on a appris sur la loi dans le cours qu'on doit mettre en application dans l'exemple qu'on trouve. Mais ça se peut que ça se distingue des questions qui, elles, étaient quelle partie de la loi parle de tel truc, telle autre partie, des questions précises pour vous aider à maîtriser la loi. Une fois que vous maîtrisez la loi, vous êtes capable d'avoir les outils pour faire le travail. C'est plus dans ce sens-là, généralement, que ce genre de contexte-là est composé, je dirais. Là. Ça conclut. Donc, merci d'avoir été présent avec nous. On espère vous avoir donné un coup de main.